Les alcooliques toxicomanes sont nés pour être des personnes extraordinaires. Malheureusement, ils ne sont pas toujours élevés pour être les êtres extraordinaires qui sont supposés devenir. Entre 70 et 85 % des gens qui ont un problème de dépendance ont un problème au niveau de leur dopamine dans le cerveau. Qu'est-ce qui vous a amené à développer la branche de la spécialité de la toxicomanie? J'avais de la misère à laisser du monde rentrer dans mon cœur, puis de m'attacher correctement, puis tout ça. Vers l'âge de 15 ans, j'ai fait une espèce de dépression existentielle. C'était vraiment dur. J'avais des idées noires à tous les semaines, j'avais des idées suicidaires à tous les 2 semaines, pendant des années. J'ai commencé à laisser le soleil rentrer, puis maudit que ça m'a fait du bien. Sérieux, là, ça m'a réconcilié avec l'humanité. La quantité de mal de vivre dans notre société là, est épeurante. Là. Les gens sont vraiment pas bien. On essaye de se donner l'impression qu'on est quelqu'un parce qu'on a quelque chose. Ouais. Il n'y a personne, moi, je peux pas te voler ton courage puis ton honnêteté sans ton gré. Mais ta Rolex, tu peux l'oublier au restaurant, par exemple. Qu'est-ce qui amène cette particularité-là chez le dépendant de regarder toujours le manque? Bonjour, Dr Sader. Bonjour, Cathy. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté mon invitation. On se connaît un petit peu de par le temps où je travaillais en thérapie à l'interne à la Maison Jean Lapointe. Vous aviez fait une petite conférence pour parler un peu de ce que c'est la dépendance. Puis je m'étais gardé ça en tête quelque part dans un petit coin parce que j'ai beaucoup aimé votre façon d'expliquer la dépendance dans des mots que tout le monde comprend. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a énormément dans ma clientèle des gens qui ne comprennent pas la maladie. Puis ça empêche aussi d'aller de l'avant dans la démarche quand on ne la comprend pas. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on est obligé tout le temps de passer par le mental, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de catcher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui fait qu'on s'en va vers un développement de la maladie de la dépendance. Donc, là, j'aimerais ça justement que vous êtes médecin généraliste. Oui. Spécialisé en toxicomanie, dépendance de toutes sortes ou... De pas mal toutes sortes. De toutes sortes. Est-ce que ce serait... J'aimerais ça que vous puissiez expliquer aux auditeurs, justement, qu'est-ce qui vous a amené comme médecin généraliste, à développer la branche de la spécialité de la toxicomanie dépendance? Parce que dans mon observation, souvent, les médecins, ce que je vois, c'est que souvent, puis même ce que j'entends de la clientèle, c'est que les médecins ne sont pas familiers vraiment avec la maladie comme telle, la dépendance. Il n'y a pas beaucoup d'heures dans la formation en médecine qui sont attribuées à la dépendance. Donc, qu'est-ce qui amène un docteur Sader, un John Sader, à dire « Moi, c'est là que je m'en vais ». Aïe, aïe. En fait, ça a commencé avant de rentrer en médecine. OK. J'ai eu une enfance extraordinaire quand j'étais très jeune. Puis ensuite, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont été très dures, très difficiles. Puis ça m'a amené à me retirer un peu du monde, à backer, comme on dit en bon québécois. J'avais de la misère à laisser du monde rentrer dans mon cœur, puis de m'attacher correctement, puis tout ça. Fait que, vers l'âge de 15 ans, 15-16, j'ai fait une espèce de dépression existentielle. C'était vraiment dur. J'avais vécu 3 ans dans le Grand Nord du Québec. Mon père était ingénieur de projet à Manic, puis à Baie-James. Puis on vivait dans une roulotte, puis on pêchait dans la cour arrière. Tu sais, c'était extraordinaire pour un petit gars de la ville qui a monté là quand il avait 9 ans. Puis on était 2 seules familles anglophones dans une petite ville qui s'appelait Miquois. Fait qu'on était spécial, tu sais. Fait que j'étais pas spécial à Ville-la-Salle, mais là-bas, j'étais spécial. Fait que c'était le fun. Pour ensuite, à 12 ans, déménager à Saint-Lambert, ça arrive sud, où est-ce que les enfants se connaissent pas depuis qu'ils ont 2 ans, depuis qu'ils ont 2 mois. Fait que les clics, là, t'arrives là, secondaire 1, tu connais personne de personne. Les clics sont déjà faits. C'est dur de rentrer dans les clics. Puis c'est dur pour n'importe qui rentre au secondaire anyway. Fait que c'était pas mal doublement dur. Puis il n'y avait rien à faire pour rentrer. Les sports
dans lesquels il fallait être bon, c'était le hockey puis le football. Puis moi, j'étais bon dans le tennis puis j'étais bon au soccer. Fait que là, ça comptait pas. Oui, il y a 40 ans, ça comptait pas. C'était pas le hockey. Fait que ça marchait pas. La dope, ça m'intéressait pas. Les bolés, c'était parmi les bolés. Fait que c'était difficile. Donc, je me suis retrouvé un peu un misfit. OK? Avec mes 3-4 amis de misfit. OK. C'est intéressant pareil. Fait que vers l'âge de 15-16, j'ai fait une grosse dépression existentielle. Où est-ce que je fit? Qui est-ce qui m'aime? Tu sais, tout, c'est quoi la vie? Tout ça, là, c'était dur. Puis, je me suis... Au lieu de virer ça contre moi puis de me faire du tort, j'ai viré ça contre l'extérieur. Puis, je vais leur montrer, moi, que je suis quelqu'un. Tu sais, bon. Fait que ça m'a aidé à me sortir un peu de ça, mais je suis resté sur je fais pas confiance à personne, puis bon, je m'ouvre pas le cœur à personne. Peur du lien, dans le fond? Pour pas être abandonné, pour pas être rejeté? Ah, tout ça, là. Okay. Oui, puis peur d'être trop bien. Parce qu'on peut avoir peur d'être trop bien, puis ensuite peur de le perdre. Fait que je fais mon cours à McGill. Tout le long de McGill, on me demandait, tu sais, mes amis à McGill, comment ça va? Puis ma réponse, c'était « je survis ». J'avais des idées noires à tous les semaines, j'avais des idées suicidaires à tous les 2 semaines, c'était pendant des années. Mais ça paraissait pas vraiment. Tu sais, smiling depression, là. Fait que j'ai fait, dans ma dernière année à McGill, un cours spécial, un projet spécial sur la génétique de la toxicomanie, de l'alcoolisme précisément. Puis j'étais avec Dr Dongier, un grand bonze à l'hôpital Douglas, un psychiatre émérite formidable. J'étais au Allen Memorial, j'étais à McGill. Je faisais tout ça, là. Puis en rencontrant des gens, parce que moi j'étais en génétique humaine, en rencontrant des gens qui venaient nous voir pour l'étude, qui venaient parce que leur papa ou leur maman ou mon oncle avait un problème d'alcool, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient eux-mêmes des problèmes, mais ne le savaient pas. Donc, Dr Dongier, il dit, « Écoute, John, on a un problème. On a une bourse de 5 000 $. On ne peut pas envoyer tout ce monde-là en thérapie. » Il m'a sorti le gros Harrison, là, c'est la Bible de la médecine, c'est à peu près épais de même. Puis, il dit, dans le Harrison, c'est écrit que le meilleur traitement, c'est les alcooliques anonymes. Mais il y a du monde qui disent que c'est un culte, c'est une religion, c'est du brainwashing. Ah, c'est ça. Fait qu'il m'a dit, très sérieux, là, il a dit, je veux que tu fasses 5 à 7 meetings. Puis là, il a dit, 5 à 7. Dr Dongier était comme ça. 5 à 7 meetings, toi-même, tu vas y aller, puis tu vas décider pour toi-même si tu penses que c'est un endroit où est-ce qu'on peut référer du monde en bonne conscience. J'ai dit, OK, mais je me sens un peu espion, là. Il dit, non, il y a des meetings fermés, il y a des meetings ouverts, tu as le droit d'y aller. Fait que ça m'a pris comme non-alcoolique, OK? Comme personne qui, la consommation d'alcool m'est inégale, sauf pour 1 ou 2 verres de vin avec un steak, mais rendu à quelque part... Entre la 2e et la 3e, là, c'est plus bon, je m'endors, je veux rien savoir, je vais payer 20$ pour un 7-Up. OK? C'est comme ça que ça m'affecte. OK? Comme quand on a bien faim puis on mange 2 gros morceaux de pizza, all the rest. La 3e, là, elle descend plus. Même si t'as faim, elle descend plus, c'est plus bon. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a pris à peu près 5 semaines pour trouver le courage d'y aller. C'est long, ça. Je suis allé dans un meeting, centre-ville de Montréal, dans l'église Erskine American, coin Crescent, puis Sherbrooke. Là. Tu ne peux pas être plus downtown que ça. Maintenant, ça fait partie du Musée des Beaux-Arts, mais à ce moment-là, les vendredis soirs, il y avait un meeting avec à peu près 225, 250 personnes. It was full. OK? Puis là, je rentre là un soir, puis je suis accueilli à la porte par un dénommé Michel. Mon Dieu, vous avez de la mémoire. Important. Ah, bien, il y a des choses qui restent gravées longtemps. Puis, il a remarqué, il était responsable de l'accueil avec ses 2 acolytes. Fait que là, il a remarqué que c'était la première fois que je me présentais là. Il dit « Salut, mon nom est Michel, je suis un alcoolique. » Puis moi, j'ai dit « Bonjour, mon nom est John, puis je suis un être humain. » Fait qu'il dit « Ben, qu'est-ce que tu fais ici? » Mais j'ai expliqué.
OK. L'Université McGill, mon projet spécial, l'Allen Memorial, le Douglas, tout ça. Puis lui et ses deux chums, ils se sont regardés de même. Puis c'était écrit en néon dans le front. Cette menterie-là, on ne l'a jamais entendu avant. Les autres, ils pensaient que tu étais un alcoolique. Puis que j'osais pas dire... j'osais pas. Parce qu'il y en a qui rentrent des meetings. C'est pour mon frère. C'est juste pour apprendre. OK, c'est correct. Mais il était convaincu. Mais il ne savait pas que j'avais mon mal de vivre, là. J'avais toujours mon espèce de mal de vivre, que je faisais confiance à personne. Fait que, de façon intéressante, ben là, ils se sont mis 5 contre moi, 8 contre moi, 10 contre moi. Michel tout seul, qui m'a acheté de la bière pour que je me saoule, que je perde le contrôle, puis que je finisse par avouer. Puis peut-être que quelqu'un d'autre aurait pris ça comme une insulte. Moi, ce que j'ai vu, c'est du monde super bienveillant qui ne me connaissait pas, qui essayait pas de coucher avec moi, il essayait pas de me soutirer de l'argent, il essayait pas rien. Il voulait juste aider quelqu'un qui était convaincu qu'il était dans la misère. J'ai continué à aller dans des meetings. Plus que j'allais dans des meetings, plus que je trouvais que ces gens-là me ressemblaient dans leur mal de vivre. C'était pas le même mal de vivre, mais c'était proche, c'était bien proche. Fait que j'ai fini par décider par moi-même que ça me fait du bien. Je suis pas alcoolique, mais ça me fait du bien, puis je me suis dit un peu « the hell with it », là, je vais y aller faire du meeting. Fait que j'ai fait du meeting 2 fois par semaine environ pour 2 ans. OK. J'ai fait le programme. Les 12 étapes, toute l'équipe. J'ai fait les prises de conscience. J'ai adapté ça à moi-même. Ça m'a... La réponse de Michel puis ses amis, là, sérieux, là, ça m'a réconcilié avec l'humanité. Ah oui? Mes mécanismes de défense, de ne pas faire confiance à personne, j'ai réalisé que c'était moi qui avais le problème. C'est moi qui n'ouvrais pas les yeux pour voir qu'il y avait du bon monde là, que ma méfiance n'était pas bien placée. Puis, plus que je travaillais mon fort intérieur, moins que j'avais besoin de mon armure. Fait que plus que je ressentais des choses, plus que ma dépression s'effritait parce que je laissais, comme la chanson des années 60, là, « Let the sun shine in », là, j'ai commencé à laisser le soleil rentrer, puis le bien-être, puis la bienveillance, puis la bonté rentrer, puis ça l'a tout fait fondre. Puis maudit que ça m'a fait du bien. Fait qu'à partir de ce moment-là, bon, McGill m'ont offert de faire quelque chose d'un peu inusité, de faire une maîtrise en psychiatrie. Mais je n'étais pas médecin, là. Psychiatre, c'est des médecins. Ouais. Une maîtrise en psychiatrie, ils avaient inventé ça juste pour moi. Mais moi, j'ai appliqué en médecine, puis je suis rentré à l'Université de Montréal, mais moi, c'est ça que je veux faire. Moi, j'avais ma mission, là. C'est ça que je m'en allais faire, parce que je me suis dit, écoute, ce qui se passe ici dans le meeting, là, c'est bon pour tout le monde. C'est pas juste les alcooliques. Les alcooliques ne sont pas les seuls qui ont un monopole sur la souffrance humaine, là. Fait que c'est comme ça que je suis rentré en toxicomanie. Puis j'ai fait des stages. Écoute, Lucie Bruno, puis moi, on a commencé, on avait le même âge, là. OK. Tu sais, c'est Dr. Chiasson, Julie, Carole Lortie, Pierre Lauzon. C'est tous les gens qui ont mis les premières briques de la fondation de la toxicomanie au Québec, là. Exactement. Fait que c'est... moi, je dis que j'ai pas travaillé une journée de ma vie. C'est une vocation, c'est une passion? C'est de redonner un peu. C'est une passion. Tu sais, tu as souffert. Je vois des gens qui souffrent profondément tous les jours dans ma clinique. Puis souvent, c'est des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, mais des fois, c'est d'autres genres de problèmes psychiatriques. La quantité de mal de vivre dans notre société là, est épeurante. Oui. Les gens sont vraiment pas bien. Puis il n'y a personne pour les coacher. Tu sais, la religion, on a fini par jeter ça. On a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain, malheureusement. Tu sais, c'est pas la plupart qui étaient des abuseurs, là. Puis on n'a pas de guidance. Mais les gens cherchent un sens. Ils cherchent un sens. Oui. Et les seules personnes qui restent pour te vendre un sens, c'est la compagnie de pneus qui dit « Écoute,
si tu n'achètes pas nos pneus, tu n'es pas un bon papa. Puis la compagnie de char qui dit, si tu n'achètes pas notre genre de char, tu n'es pas un bon papa. Puis on essaye de nous faire comprendre, se donner l'impression qu'on est quelqu'un parce qu'on a quelque chose. Ouais. On est beaucoup dans le consumérisme. J'ai rien contre le capitalisme, mais à un moment donné, ça dégénère. En tout cas, c'est ce qui semble arriver. Parce qu'il y a des gens, j'en vois tous les jours, là, qui pensent qu'ils sont quelqu'un parce qu'ils ont une Ferrari puis une Rolex. En fait, on se définit par l'extérieur à soi. Donc, à l'intérieur, on ne prend pas soin nécessairement. On ne prend pas soin du tout. Puis la boîte de Kleenex est bien belle, là. Elle est dorée, platine, mais il n'y a pas de Kleenex dedans. Et donc, ça crée ce qu'on voit beaucoup dans la société aujourd'hui, du narcissisme, où est-ce que les gens sont tellement insécures, ils ne veulent pas que personne regarde dans la boîte parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de moteur, tu sais, dans le char. Mais elle est belle, par exemple. Fait que ça amène des gens à se sentir vides, ça amène des gens à chercher un sens, qu'est-ce que je fais ici. Tu sais, le côté existentiel, c'est bien important. Ouais. Fait que... Mais je trouve ça intéressant. C'est correct qu'on se tutoie? Oh, OK, oui, parce que là, je vais partir du tu au vous, là, ça finira plus. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à te nommer le vide. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens, dans le fond, parce que, tu sais, comme je disais, moi, le podcast, le pourquoi je l'ai parti, ce podcast-là, c'est que je trouve que les gens ne comprennent pas la maladie, puis j'aimerais aider les gens à être capables de voir qu'il y a des solutions pour eux. Donc, de pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce que c'est ce vide-là, parce que la plupart des dépendants, on le ressent, je m'inclus, là. L'espèce de vide, j'allais dire un mauvais mot, tu sais, le vide de marde, là, qu'on ressent en dedans, là, qu'on veut combler à tout prix, tu sais. Est-ce que tu es capable, dans tes mots, parce que je t'ai déjà entendu l'expliquer, tu sais, d'expliquer aux gens, justement, c'est quoi ce vide-là? Pourquoi c'est associé à la dépendance? C'est associé à d'autres choses aussi, là, mais mettons qu'on parle de la dépendance comme telle, tu sais. Oui. Mais écoute, il y a... Le fond de l'être humain, ça passe par notre génétique, OK? C'est pas un hasard que je suis tombé en alcool en ayant passé par la génétique, parce que les études en génétique ont montré beaucoup de choses. Entre autres, il y a Kenneth Blum qui a identifié que la majorité, soit dépendant de la substance puis de la gravité, entre 70 et 85 % des gens qui ont un problème de dépendance ont un problème au niveau de leur dopamine dans le cerveau. Ce sont des gens qui ont de la difficulté à stimuler leur dopamine avec des stimulants normaux. Ils ont un système hypostimulable, un peu comme si ils étaient malentendants pour le plaisir. Fait que eux autres, ils ont, en partant là, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'est Calimero, là. Ils ont un mal de vivre. J'ai compté 2 buts au hockey, puis Colin, je pleure toute l'après-midi parce que j'ai pas compté mon tour de chapeau. Puis ma boîte, mon cadeau de Noël, il est tout petit. Celle de ma sœur, il est grand. Mais c'est la boîte qui compte. C'est encore déjà la boîte qui compte au lieu du contenu. Puis ça crée une espèce de mal de vivre. Okay? Moi, j'appelle ça une hypothymie. H-Y-P-O, thymie. Euthymie, ça veut dire qu'on se sent bien. Dysthymie, on se sent mal. Hypothymie, c'est qu'on a de la misère à sentir. OK? Fait que la façon qu'on pourrait montrer ça, fait qu'on va faire un petit tour de magie. On va commencer avec un tour de magie. Les gens vont aimer ça. Fait que là, on va tasser ça. On va mettre ça sur la table. Puis là, il n'y a rien là-dedans. Fait qu'au premier regard, on se dirait, bien, tous les deux ne contiennent rien. Ils sont pareils, ils ne contiennent rien. Mais on peut faire apparaître quelque chose, mais il faut regarder les choses autrement. Si je t'envoie, Cathy, dans une mine de diamants,
puis tu as le droit de sortir avec autant de diamants que tu veux porter. Tu veux-tu partir avec un petit rien? D'après toi. Ou avec un grand rien? Moi, j'aimerais bien le grand Je pense que rien. tu veux partir avec le grand rien. M'acheter bien le des affaires grand avec rien, ça. Tu peux mettre bien des affaires là-dedans. OK? Bien, c'est un peu comme ça, la toxicomanie. Il y a des gens qui, la majorité, qui sont nés avec un grand vide et leur défi dans la vie, c'est d'essayer de la remplir suffisamment, mais souvent, si tu prends une vie ordinaire, où est-ce que cette personne-là est pleinement contentée, là, puis tu verses ça dans le grand vide, bien lui, il trouve sa vie pas mal plate. Ouais. Comprend pas. Alors que la personne normale, elle est Puis comblée. elle, ben oui, puis ça regarde, là, puis cette personne-là regarde celle-là, puis c'est quoi ton problème? T'es pas capable d'être raisonnable? Pourquoi qu'il faut que tu ailles, tu sais? Puis lui, il regarde celui-là, surtout à l'adolescence, puis il se dit, c'est quoi ton problème? T'aimes pas ça t'amuser? John, t'as arrêté après 2 bières, pourquoi t'en prends pas 8 comme nous autres? Ouais, mais je peux pas être plus plein que plein. On se comprend pas, puis à l'adolescence, ça a la tendance à se diverger. Hein? Les consommateurs vont avec les consommateurs, puis les joueurs de hockey vont avec les joueurs de hockey, puis les joueurs de tennis vont avec les joueurs de tennis. Puis les codépendantes comme moi vont avec les consommateurs. Oui, parce que c'est une forme de dépendance aussi. Exact, right? oui. Fait que d'être fait comme ça au prime abord, OK? Oui, c'est un grand vide intérieur que, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui enseigne aux gens comment se remplir comme il faut. Fait que tu es jeune, tu es beaucoup dans la pensée concrète, tu mets des choses. J'ai compté X nombre de buts, j'ai eu X nombre de blondes, etc. J'ai X nombre de diplômes, whatever, on remplit. Mais tu sais, même un verre rempli reste un verre vide, dans le fond. Si tu veux vraiment remplir ton verre, il faut que tu moules quelque chose de solide à l'intérieur de ton verre. Fait que d'être fait comme ça, ça a des conséquences. Des bonnes et des moins bonnes. C'est pas juste mauvais d'être fait de même. Il n'est pas encore toxicomane, là, le jeune de 7 ans-là. OK? Si lui et son voisin, le petit vert, aiment jouer de la guitare, bien, le petit vert, il va jouer une demi-heure par jour, puis il va être rempli. Une fois rempli, il va arrêter parce que ça va arrêter d'être le fun, parce que tu ne peux pas être plus rempli que rempli. Lui, par contre, il va jouer 3 heures pour avoir son fun. OK, peut-être tannant, un enfant qui joue 3 heures, mais c'est mieux que d'autres choses. Mais à la fin de l'année, c'est qui le meilleur guitariste? C'est celui qui joue 3 heures. OK? Donc, c'est un avantage dans la réussite s'il tombe sur quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc, un des trucs pour les parents, c'est exposer vos enfants à toutes sortes d'affaires. Puis si papa est un super bon joueur de hockey, ça ne veut pas dire que son fils va aimer le hockey. Lui, c'est peut-être la guitare. Laisse-les faire. OK? Qui se remplissent, qui aient le droit d'être excessif dans le positif. Mais ça vient avec du négatif aussi. Fait qu'on sait qu'ils ont le vide intérieur en partant, donc ils ont un mal de vivre, il faut qu'ils soient excessifs. Mais mettons que je donne à chacun de ces 2 enfants-là un Golden Retriever, un beau petit chien, là, fin, doux. Lui, il joue avec son chien 10 minutes par jour. Lui, il joue avec son chien 1h30 par jour. OK, c'est le fun. Ils sont tous les 2 remplis, tout va bien. Jusqu'à ce que le chien ait 10 ans. Puis décède. Un des grands cadeaux des animaux de compagnie, c'est qu'ils nous apprennent à faire des deuils. C'est parmi les premiers deuils qu'un enfant va faire dans sa vie. Fait que, imaginez le dégât. Lui, ça fait un petit dégât. Lui, ça fait un gros dégât. Quand tu as un gros dégât, tu as un dégât qui fait tellement mal là, que tu as l'impression que tu es en train de mourir. Ben tu fais pas mal un peu ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Tu décides, ben là, je veux pas mourir. Alors, l'importance de survivre est plus importante que d'être heureux. Fait que tu sacrifies ton bonheur en disant, je vais m'organiser de pas mourir. Fait que dans ta tête, c'est, attends un peu, je me suis très attaché à mon chien, ça m'a fait mal à mourir quand je l'ai perdu, donc, je sais quoi faire.
Je ne m'attache plus à personne. Je ne m'en achète pas un autre chien. Comme ça, jamais je vais être dans la situation de perdre un être que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Donc, la partie relationnelle là, de l'être humain, c'est pas toute du relation. Il y a du hockey là-dedans, il y a du tennis, il y a de la lecture, il y a de la guitare. Mm-hmm. Mais la partie relation, on la met dehors. Et là, à 15 ans, on goûte la bière. Et la bière, oh boy, 40 bains. La bière, puis comme toutes les toxicomanies, les bouteilles de bière, les bouteilles de vin, ils ne viennent pas avec des petites pattes. Ils ne peuvent pas dire non, tu ne me boiras pas. Fait que tu as du contrôle. Fait que tu es en relation avec quelque chose que tu contrôles pleinement, qui ne peut pas refuser de rentrer dans ta vie. Tu te sens safe et, tiens, ça remplace la relation avec les êtres humains. Et là, tu mets ton... C'est sûr que tu veux une blonde, mais tu sais, entre ta blonde puis ta bière, des fois, là, tu préfères être avec ta bière. Tu sais. Fait que ça ouvre la porte à développer des dépendances de toutes sortes. Ils deviennent non seulement, là, ils ont leur hypothymie de fond, mais ils ont de la dysthymie. Parce que quand on vit dans la peur de quelque chose, et qu'on, même si on s'esquive puis on évite habilement, dans notre cœur, on ne se sent pas courageux, on ne se sent pas brave, parce qu'on sait qu'on évite. Fait que j'ai travaillé avec un psychiatre qui appelait ça l'hémorragie du moi. Oh, genre, la personne que tu es, là, ton soi, là, tu te saignes pour pouvoir mettre d'autres choses. Fait que tu n'es pas courageux. Et à un moment donné, la consommation te joue des tours, ça ne marche plus. Puis là, tu essayes une autre affaire, puis tu ajoutes une autre affaire, puis une autre affaire, puis à un moment donné, tu n'es juste plus capable. Puis là, tu es obligé de vider ton verre, vider ton sac, regarder ça, puis rebâtir ça sur d'autres bases, dans le fond. OK? Et ça, bien, ça prend des gens, Moi, je pense que la plupart des gens, pas tous les gens, mais la plupart des gens, ça passe par la valeur des valeurs. OK? Et ce n'est pas des valeurs de avoir. OK? Il y a 4 grands verbes en français. Il y a être, aller, faire et avoir. Et d'habitude, c'est dans ce sens-là qu'il faut les faire. Je suis une voiture. Ce que je fais, c'est que je roule. Je veux je veux aller à Sherbrooke pour avoir un souper avec des amis. D'habitude, c'est le même. Depuis 20 ans, 30 ans, c'est en train de réverser. J'ai une Rolex, donc je suis quelqu'un. Yeah, sure. Mais il y a du monde qui y achète ça. Il achète ça, même dans le langage, le français. Dans les années 50, on demandait aux gens, quand on les rencontrait, « Comment es-tu? » Maintenant, on entend les gens parler à leurs enfants, puis quand les enfants pleurent, c'est « Qu'est-ce que t'as? » Même le langage a changé pour être dans « avoir ». « Qu'est-ce que t'as? » Fait que l'enfant, il entend ça, « Ah, ben ça me prend quelque chose. Excuse-moi de te couper, mais un des discours que j'entends le plus souvent dans mon bureau, puis probablement que toi aussi, là, j'imagine, là, mais c'est la notion toujours, tout est relié au manque. J'ai pas ça, j'ai plus ça, je pourrais perdre ça, plutôt que d'aller dans gratitude, spiritualité, l'abondance et tout ça. Donc, qu'est-ce qui amène cette particularité-là chez le dépendant de regarder toujours le manque? Bien, c'est parce qu'il est tellement blessé par les manques qu'il y a eu, parce que tout le monde a eu un chien qui est mort, un poisson rouge qui est mort, un ami qui a déménagé. On a tous, mais eux autres, tu sais, ton chien mourir, c'est pas supposé être un trauma. Mais pour eux autres, c'est un trauma. C'est du post-traumatique, fait qu'ils deviennent phobiques. Okay. Ils veulent « un tel m'attire beaucoup, je l'aime beaucoup, ah shit, il me fait tellement peur que ça me coupe mon intérêt parce que je veux pas être dans une situation... Fait qu'ils sont dans cette ambivalence tout le temps, je veux puis je veux pas. Et l'autre chose, je pense que on n'a pas beaucoup d'entraînement dans le deuil. Beaucoup, son chien est mort, on va y en acheter un autre de suite.
au lieu de le laisser brailler quelques mois, tu sais. C'est intéressant. Dans ma ville, ça m'a frappé. J'ai trouvé ça brillant. À 3-4 ans, là, les petits gars commencent à jouer au hockey. Dans ma ville, je ne sais pas si c'est pas ailleurs comme ça, là, les 2 premiers cours, les enfants embarquent sur la glace, là, puis ils ont bien de la misère juste à marcher. Là. Les 2 premiers cours, ça commence avec tout le monde couché sur la glace. Là, les enfants, ils capotent, là, parce que moi, je fais mon meilleur effort pour ne pas tomber. Mm-hmm. Fait que tout le monde, on va vous apprendre à vous lever. Fait que pendant 2 cours, on les apprend à se mettre debout une fois qu'ils sont tombés. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que pendant qu'ils jouent, ils n'ont pas peur de tomber parce qu'ils sont capables de se relever. Puis tu vois les jeunes qui ont manqué les 2 premiers cours, parce que là, ils font une course, là, ils lancent une rondelle dans le coin là-bas, puis tu en as un qui a manqué les cours. Lui, il fait 3-4 pas. Hop, il titube. Hop, OK, il marche vers la ronde. L'autre patine, tombe. Se lève. Patine, tombe. Il est tombé 6 fois, il s'est relevé 7 fois, 6 fois, et il est sa rondelle. L'autre est encore à ligne bleue, loin en arrière, mais il n'a pas tombé. Ouais. Les gens, on leur apprend pas comment faire des deuils, on leur apprend pas que ça fait partie de la vie. C'est sûr que ça va arriver. Donc, c'est pas une question d'essayer d'éviter le deuil, c'est apprendre à gérer les deuils pour que tu puisses être dans ton moment présent, puis l'apprécier, ton chien, pendant qu'il est là, parce qu'il va mourir dans 10 ans. Fait qu'apprécie-le au lieu de... Tu sais, c'est plate, mais c'est une grande leçon de la vie. Souvent, on apprend à aimer notre 2e chien plus que notre premier chien, parce que le premier chien, des fois, on n'a pas assez joué avec, puis quand il est décédé, en ayant tellement mal, puis en ne mourant pas, dans le fond, on se dit, bien, Colin, j'ai perdu 10 ans, là, j'aurais dû jouer avec plus, j'aurais dû lancer le frisbee, j'aurais dû y apprendre plus de tours, etc., etc., etc. Puis ça nous apprend un peu le sens du présent, d'avoir manqué ou fait des choses pas aussi bien, mais à quelque part, c'est correct aussi de se perdre puis de faire cette erreur-là pour vraiment le sentir que, ouais, il va falloir, là, je suis tanné de passer à côté de mon présent parce que j'ai peur de l'avenir. Bien, c'est ça que j'allais, tu sais, je fais du pouce là-dessus en disant, une des problématiques, en fait, la plus grande problématique chez le dépendant, c'est sa difficulté à accepter de ressentir. Donc, ça fait du sens avec ce que tu es en train de dire. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais me parler des types de dépendants? Tu sais, il y a comme 3 types de dépendants. Oh, il y a plusieurs types de dépendants. Lesquels, les 3 que tu as dans ta tête? En fait, c'est que, tu sais, il va y avoir celui qui va être dépendant pour le plaisir, le fun. Okay. Tu comprends où je veux aller? Oui, c'est ça. Bien, si on parle d'alcool, et il y a des substances qui sont plus précises, OK? L'alcool fait 3 choses dans le cerveau. Les chips yum-yum, là, les chips, ça fait 4 choses. La cigarette fait 4 ou 5 choses. Alors, il y a des gens, tout le monde aime les chips, mais il y en a qui les aiment parce qu'ils sont sucrés, il y en a d'autres qui les aiment parce qu'ils sont salés, il y en a d'autres qui les aiment parce qu'ils sont épicés, puis il y en a d'autres qui les aiment parce qu'ils sont grasses. Pas tout le monde aime les chips, mais pas pour la même raison. L'alcool, ça donne du plaisir artificiel. Ça donne ça à peu près 25 % de la population. Les autres, on ne l'a pas. Fait que si moi, je suis triste, puis je prends 4 verres de vin, je suis tout aussi triste. Puis en plus, je m'endors. Fait que je ne suis pas porté à boire du vin pour combler ma tristesse avec la dopamine artificielle. Mais quelqu'un qui est en manque de dopamine, puis que sa vie, c'est comme « Oh my God, c'est lourd », puis il a l'impression de marcher là, dans 2 pieds debout là, pour avancer tout le temps, il goûte à ça, puis « Wow, ma dépression, mon hypothymie est disparue ». Il va aimer ça, lui. Ensuite, il y a les gens qui consomment pas pour la dopamine, mais il y en a dans le meeting, il y a un 15 à 20 % dans le mouvement qui ont développé des dépendances, mais eux, quand on leur demande qu'est-ce que ça leur fait,
on leur demande par rapport au plaisir, puis non, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Moi, ce que j'aime, docteur, c'est que j'arrête de m'inquiéter, je suis moins gêné, je peux demander à Joséphine à danser, j'ai pas peur de dire ce que je pense, j'arrête de m'inquiéter tout le temps. Eux autres s'en servent pour contrecarrer un problème d'anxiété. Mm-hmm. Okay? Donc, ça, c'est des effets qui ne sont pas médiés par la dopamine tant, mais que par ce qu'on appelle le GABA puis le glutamate. Ça, c'est des choses qui calment l'anxiété. Mais en même temps, c'est pas ça la solution à la peur. La solution, j'adore Astérix. Astérix, c'est les Normands. Panoramix, là, dans la dernière page, il dit quelque chose du genre que le courage, c'est pas l'absence de la peur, c'est de confronter les peurs. Mm. De la même façon qu'on fait des muscles. On fait des muscles en allant au gym, donc on développe de la force du courage, en confrontant de la résistance de l'anxiété. Donc la force et le courage, c'est comme la résistance puis l'anxiété. Tu vas développer des muscles comme Schwarzenegger en confrontant des grands poids et tu vas devenir un Schwarzenegger spirituel en confrontant tes angoisses puis tes peurs. Mm-hmm. C'est pas en faisant du lazy boy puis en essayant de te faufiler puis de les éviter. Fait que ça, le mouvement, il encourage ça. Le mouvement des alcooliques anonymes encourage ça. C'est une thérapie spirituelle. Carl Jung, il comprenait très bien la force des alcooliques anonymes. Ensuite, il y a une dernière gang. La dernière gang... Ah, je savais qu'il y en avait 3. Oui. L'alcool stimule aussi les endorphines. Les endorphines, c'est des morphines, donc antidouleurs. Oui, c'est important de le nommer pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas les termes. Intérieurs, endorphines. Des endorphines naturelles, des morphines naturelles qu'on a à l'intérieur. Ça, d'habitude, la façon de stimuler ça naturellement, quand on a très, très, très mal, notre corps en fabrique. Quand on fait de l'exercice, haute intensité, soutenue. OK? Donc ça, là, ça donne des endorphines. Quand on est en amour, ça donne des endorphines. Si tu es prêt à les accepter, ça, c'est toute une autre affaire, et aller sur la plage. Tu sais, le bien-être d'être foiré sur une plage, il y a bien du monde qui vont aller à la plage, là, puis bon, moi inclus. Puis, c'est un bien-être, mais qui n'est pas un bien-être de « j'ai enlevé mon anxiété ». C'est un bien-être que je me laisse là, recevoir le soleil. C'est autre chose, là, tu sais. Mais il y a du monde qui consomme pour ça, pour l'effet endorphine. Et souvent, s'ils ont été beaucoup blessés, pas juste par leur chien, mais par la perte de maman, de papa, de sa sœur, de whatever, de son meilleur ami, qui ont cette phobie-là relationnelle, donc il a peur de s'attacher aux endorphines reliées à ce qu'il ressent sur quelqu'un d'autre, il va retomber sur les endorphines d'alcool parce que quand il boit, il a l'impression, il a le sentiment de ne pas être dans la solitude. L'effet solitude disparaît. C'est pour ça une des raisons probablement pourquoi il y en a qui boivent tout seuls. Parce que quand ils boivent tout seuls, ils ne se sentent pas tout seuls. Parce qu'ils sont avec leur grand ami. Tu sais, leur grand ami, que ce soit bière ou vin ou whatever. Qui ne l'obstinent pas en plus. Il y a même des médicaments qui ont été développés qu'on connaît tous, là, avec la crise des opiacés. Tout le monde a entendu parler du naltrexone puis du naloxone contre les overdoses. Bien, on a découvert que le naltrexone, pour les overdoses d'opiacés, ça fonctionne aussi pour aider les alcooliques à ne pas boire. OK. Parce que ça empêche l'effet endorphinique. Mais ça, moi, la façon que je fonctionne, je ne donne pas ça à tout le monde. Je questionne mes patients à savoir c'est quoi leur trigger de boire. Est-ce que c'est un problème de dépressivité? Est-ce que c'est un problème anxieux? Est-ce que c'est un problème d'endorphine? Fait que on a différents médicaments qu'on peut matcher avec ces différentes personnes-là pour avoir une meilleure efficacité. Puis, ce que ça fait, c'est intéressant, les gens qui boivent pour les endorphines, ils reviennent puis ils disent « j'ai rechuté,
J'ai bu 3 bières, mais c'était pas pareil. J'avais pas le même feeling. Il dit que c'était pas bon. Ah ben tiens, toi, t'es un... Toi, donc, à ce moment-là, on a des points de départ au point de vue thérapeutique. Quoi faire, dans le fond, sa grande peur, c'est le sevrage relationnel avec les autres, OK, puis avec la vie en général. Bien, il va falloir faire en sorte que cette personne-là apprenne à se remplir de façon convenable pour pas qu'il ait peur du sevrage relationnel. Parce que si tu sais, dans ton fort intérieur, que tu es capable de survivre à des séparations, puis des abandons, puis des déceptions, puis tout ce que tu voudras, bien, t'as plus 6 ans, là. T'as pas besoin d'avoir peur que ça va te tuer, la mort de ton chien. C'est que tu vas, oui, je vais avoir mal, je vais avoir bien mal, puis c'est drôle, c'est comme ça, là, mais si tu aimes ta femme comme un dixaine, puis elle meurt, bien, tu vas avoir mal comme un dixaine. Hein? Mais si tu veux aimer quelqu'un comme un 2 piastres, il va falloir que tu t'équipes pour être capable de gérer la perte de 2 piastres. Si tu n'es pas capable de gérer la perte de 2 piastres, et moi, je t'offre un 10 cents puis un 2 piastres, puis toi, tu sais que ça va te briser le cœur de perdre le 2 piastres, tu vas choisir le 10 cents. Ben oui. Et là, tu vas te rendre chez toi, tu vas regarder, « Hey, j'ai perdu 1,90 en faisant le mauvais choix. » Tu comprends? C'est, ben, mais certainement. ça, il faut s'équiper. Et d'habitude, s'équiper, c'est les valeurs. Okay? Ouais. Comme on a dit tantôt, là, la valeur des valeurs, en fait, le mot « valeur », c'est très intéressant. C'est 2 mots. Une racine latine et grecque ensemble. Val, comme dans valériane. Valériane, c'est une herbe qu'on peut avoir dans un thé qui nous calme. Oui. Et donc, val-air, c'est calme. Val-or, c'est courage. Okay? On revient au donc, courage. Pour les Grecs et les Romains, c'est très intéressant. Les Grecs et les Romains bâtissaient avec des colonnes. OK. Right? Il y a des colonnes grecques, il y a des colonnes romaines, ils bâtissaient avec des colonnes. Mais tu ne peux pas installer une colonne sur du gazon ou sur de la pierre inégale, là. Tu mets ça où, une colonne? Ça te prend une fondation, un fond qui est à la fois parfaitement à plat, donc calme, et suffisamment épaisse, donc courageuse et forte, pour supporter le poids des colonnes. OK? Et pour les Grecs et les Romains, les 2 premiers valeurs, OK, qui ont de la valeur, parce que tout est relié à ça, c'est le calme et le courage. Donc, on commence à... Comment qu'on développe le courage? Bien, comme au gym. Comment tu développes des muscles? Tu commences avec des 2 livres. Un petit pas à la fois. Tranquillement, là, tu es rendu à des 35 livres, puis ça va bien, puis tu es rendu forte. Bien, c'est ça. Fait que on fait ça avec les peurs. On commence avec en thérapie, les petites peurs, puis avec un mantra dans la tête. Pas « j'ai pas peur ». Non, je vais essayer d'être courageux. Ouais. Essayer, c'est bien important. On va y revenir. Fait que une fois que tu es là-dedans, tous les autres valeurs, okay, il y en a 13 ou 14. Là. Il n'y en a pas beaucoup, là. La bonté, la générosité, la loyauté, la fidélité, l'honnêteté, l'intégrité, la compassion, la bonté, être paisible, être aimant, être humble, être humain, être, j'étudie, généreux. Tout ça, c'est basé sur le courage. On ne peut pas aimer vraiment quelqu'un si on n'est pas courageux. On ne peut pas être généreux si on n'est pas courageux. Fait que on bâtit, à force de bâtir ça, il y a un jeu de langage aussi. J'ai été, donc avoir et être. J'ai été courageux. J'ai été. À un moment donné, le cerveau, il dit, sais-tu, tu es courageux. Ah, là, on vient de mettre un diamant dans le verre. Puis là, au fur et à mesure qu'on avance de même, on réalise que la valeur du verre ne vient pas du verre. Il vient de ce qu'il contient. Un jour, le verre va mourir. L'extérieur va mourir. OK? Mère Teresa, à un moment donné, elle, ce qui la définissait beaucoup, c'était la générosité. Bien,
il y a du monde, 26 ans après le décès de Mère Teresa, qui font des actions de générosité dans le monde qui t'affecte et qui m'affecte, inspirés par elle, fait que d'une façon un peu existentielle, elle est encore vivante. Elle continue de changer le monde. Oui, elle a encore des relations. Exact. Et on finit par se rendre compte que notre fameux verre, il n'était pas vide pantoute. Quand tu es allé dans la mine, tu es parti avec tes diamants, ça représentait l'opportunité de partir avec plus. Et en français, c'est ça. Mm-hmm. C'est une unité avec une porte qui est open. C'est une opportunité. Les alcooliques toxicomanes sont nés pour être des personnes extraordinaires. Malheureusement, ils ne sont pas toujours élevés pour être les êtres extraordinaires qui sont supposés devenir, tu sais. Puis ils se perdent, puis à un moment donné, ils se trouvent, puis ils viennent en thérapie, puis là, des bons thérapeutes vont les aider à accomplir ce qu'ils sont supposés accomplir, puis sans être dans la consommation. Puis le verre, un jour, il meurt, mais le verre a servi à mouler d'autres choses, puis c'est le jello dans la moule qui compte. Hey, tu manges pas la moule, là, tu manges le jello, là. Fait que, c'est à peu près ça. Oui, j'aime tu sais, tu parles, parce que notre rencontre, notre entrevue, moi, je trouve ça vraiment intéressant, je te le dis, hein, on pourrait parler, j'aime ça, tes analogies aussi, puis tout ça. Notre entrevue se termine bientôt, mais j'aimerais qu'on termine avec quand même l'importance de la spiritualité dans un rétablissement d'une dépendance, parce que je fais du pouce par rapport à quand tu parles de valeurs. Pour moi, la spiritualité, les valeurs, c'est quand même pas mal proche. Là, c'est pas mal la même chose. Ouais. Spirituel, on pourrait utiliser un autre... Spirituel, malheureusement, il a beaucoup été associé à la religion. Oui, c'est ça. Bon. Ça fait peur aux gens, même les meetings, là, tu sais. C'est une autre fois affaire. Quand tu vas revenir. mais il y a des valeurs sont existentielles dans le sens qu'elles sont à l'extérieur de nous autres, mais on les met à l'intérieur de nous autres pour nous définir. Ex, ça veut dire extérieur. Ist, ça veut dire être. En ciel, c'est à l'intérieur. Donc, le courage, c'est un concept à l'extérieur de moi. Je peux le mettre à l'intérieur de moi pour me définir, mais il ne m'appartient pas parce que toi aussi, tu peux être courageuse, puis elle aussi, puis lui aussi. Fait que c'est pas comme une tarte qui a seulement 6 morceaux. Là, il y en a pour tout le monde. Là. Tout le monde apporte son lot de peur, donc tout le monde peut développer son courage. Tu peux pas aller dans la pharmacie acheter du courage. Les compagnies pharmaceutiques ont essayé, par exemple, de nous en vendre. Ben, les gens ne le savent pas, mais quand le produit actif dans l'opium a été découvert à la fin des années 1880-90, la compagnie a demandé aux gens comment ils se sentaient quand on leur donnait ça. Et les gens ont répondu, je me sens comme un dieu, j'ai peur de rien, je me sens super fort. Et la compagnie a appelé ça « Hero Inside ». Héroïne. Okay. C'est intéressant. Intéressant. Et quand le deuxième benzodiazépine a été inventé, début des années 60, ils ont remarqué que c'était la même chose. Les gens, ils n'avaient plus peur de rien. Donc, dans leur tête, ils étaient courageux. Malgré que ce n'était pas ça, c'était du faux courage. Et à ce moment-là, c'était post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'uranium, puis le plutonium, puis toutes les choses ium, tu sais, sur la table périodique, ils ont appelé ça Val-ium. La forme élémentaire du calme et du courage. C'est-tu beau, ça? Écoute. Sauf qu'on devient accro parce que tu peux pas... Moi, si j'engage un hélicoptère pour t'emmener sur Everest, tu n'auras pas la fierté de « j'ai grimpé Everest ». Hein? Ouais, mais c'est ça, c'est le soi. Fait que toutes ces affaires-là, la générosité ne se vend pas, l'amour ne se vend pas, la paix ne se vend pas, l'humanité ne se vend pas. C'est toutes des choses qu'on ne peut pas toucher. Mais la beauté de l'approche existentielle pour les dépendants, c'est que c'est garanti de fonctionner. Oui. Parce que, j'ai dit tantôt, tu vas essayer d'être courageuse. Bon.
Si moi, ma fille, elle veut que j'aille chanter dans la chorale de l'école, puis moi, je suis super gêné, puis je trouve que je chante mal, puis j'ai peur, puis j'essaye de trouver toutes des sortes de défaites pour pas y aller. Puis finalement, elle me convainc, puis j'y vais. Je prends mon petit courage, je monte sur la scène, puis je chante avec les autres parents, et je fausse, c'est épouvantable. Et les autres parents me jettent des tomates. Résultat, 0. Est-ce que ça enlève le fait que j'ai été courageux? Non. Pas du tout. Moi, j'aime Marie. Marie m'aime pas. Est-ce que ça enlève le fait que j'aime Marie? Non. Moi, je fais un geste honnête, puis ça finit par me coûter 3000 pièces de plus cher en impôts. Ça me dit quelque chose. Je suis honnête. Regarde, it is what it is, tu sais. Mon honnêteté vaut plus que 3000 pièces, tu sais. Fait que les valeurs dépendent jamais du résultat. Ça, c'est beau, ça. Ça veut dire qu'il faut... C'est comme la force. Au gym, moi, je ris avec mes patients, je leur dis que j'ai un gym, moi, qui, avec juste un haltère, elle pèse 50 000 livres. Il faut qu'ils viennent dans mon gym 4 fois par semaine, pendant 1 heure, à essayer par tous les moyens de faire bouger ça. Le dos, la tête, les épaules, les jambes, tu tires, tu pousses. Tu vas t'entraîner, elle ne va pas bouger d'1 millimètre. Mais ils vont être raqués, hein? Ils vont devenir plus forts, indépendamment que si ça l'a bougé. Donc, c'est le même genre de principe, mais en psycho, par rapport à notre spiritualité. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. À chaque jour suffit sa peine, et ça m'a aidé à grandir, malgré que ça n'a pas toujours fonctionné, puis c'est correct comme ça. Fait que c'est une recette garantie de fonctionner si tu persévères. Tu peux pas, il n'y a personne qui va au gym, qui persévère, qui devient plus faible. There's no way. Ouais. Okay? Bien, s'il n'y a personne qui essaie de lever des haltères existentiels, qui devient plus faible comme personne. Puis à un moment donné, tu deviens assez fort que tu deviens un peu comme Rambo, là, un archétype. Là. Rambo, il s'en va à la guerre tout le temps avec un vieux T-shirt blanc déchiré, tu sais, puis il est contre des gars qui ont des tanks, puis des flap jackets, puis des vestes par balles, puis tout ça. Mais il n'est pas tuable, parce que tu ne peux pas tuer un archétype. Puis tu peux pas... Il n'y a personne... Moi, je ne peux pas te voler ton courage puis ton honnêteté sans ton gré. Il n'y a rien... Mais ta Rolex, tu peux l'oublier au restaurant, par exemple. Oui, effectivement. Fait qu'il n'y a rien de plus sécurisant pour la majorité des gens que de s'efforcer à essayer de se développer au lieu d'avoir des Kleenex. Dans le fond, as-tu vraiment besoin de la boîte ou c'est des Kleenex que tu as besoin? Oui, Même ça. chose pour les cornflakes. C'est les cornflakes qui te nourrissent, c'est pas la belle boîte. Docteur Sader, merci beaucoup d'avoir accepté Ça m'a fait mon plaisir. invitation. Puis j'espère que vous allez dire oui ou que tu vas dire oui pour une prochaine pour parler de d'autres sujets en lien avec la dépendance. C'est bon, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Tout peut changer.